Explorer, oser, ressentir. Les couples aiment bien varier les plaisirs par diverses pratiques sexuelles. Et parmi les pratiques sexuelles les plus courantes, nous retrouvons le sexe bucco-anal. Que faut-il savoir sur ces pratiques et quelles sont les précautions à prendre? C'est tout de suite après le générique. Bonsoir et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous abordons un sujet très épineux et nous avons pour aborder ce sujet la présence du docteur Djimbaré sur le plateau avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir Étienne, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va très bien aussi. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir sur le plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je le disais tantôt, le sujet abordé ce soir est très épineux. Est-ce que vous êtes prêt à décoller? Oui, je suis prêt. Vous êtes prêt? Oui, j'espère que les téléspectateurs aussi sont prêts. Ils le sont. Alors, docteur, nous parlons ce soir de certaines pratiques sexuelles. Parce que, connu de tous, il y a une pratique sexuelle, voilà, monsieur sur madame, et ça fait l'affaire. Sauf que dans la recherche du plaisir, le plaisir inouï, il y a je ne sais pas si je dois dire de nouvelles pratiques ou certaines pratiques qu'on n'ose pas assumer devant le public. Alors, quelles sont les pratiques anales et buccales que nous avons? D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'invitation qui nous permet de décortiquer un sujet qui est très sensible, un sujet qui est très particulier. Oui. D'autant plus, c'est plus particulier, d'autant plus qu'il est plus tabou que de craindre les infections. Et c'est ça qui amène à ce que les gens pensent que c'est une nouvelle pratique, voilà. Alors que c'est des pratiques qui existaient depuis le temps et que c'est aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux que ces pratiques sont un peu vulgarisées. Donc, qu'est-ce que nous appelons pratique sexuelle, anale ou buccale? C'est la stimulation de la zone anale ou du rectum à but sexuel. Quand on le fait à but sexuel, c'est en ce moment qu'on parle de pratique sexuelle voilà, anale ou buccale. Buccale quand il s'agit de la bouche et puis anale et du rectum. Donc, l'anus, c'est bien évidemment la partie du corps par lequel les selles sortent. Et le rectum, c'est le dernier segment avant l'anus. Le dernier segment de l'intestin avant l'anus. Et c'est une partie qui est où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et qui donne du plaisir. Donc c'est pour cela les gens pratiquent cette voilà, ils font cette pratique. Donc, quelles sont les pratiques sexuelles qui existent? Premièrement, nous avons la stimulation de la zone anale, que nous appelons dans le français courant les caresses. On peut faire des caresses de la zone anale sans pour autant faire une pénétration. Donc, ça fait partie des pratiques sexuelles. Et donc des préliminaires, voilà. Et après, nous avons l'anulingus. L'anulingus, c'est la bouche, on met la bouche pour caresser, pour faire voilà, des bisous ou bien pour lécher la partie anale. Donc, en dehors de ça aussi, nous avons la pénétration proprement dite, qui est l'introduction d'un objet. Ça peut être le pénis, ça peut être un plug, ça peut être le doigt dans la marge anale. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle la pénétration. Et après, nous avons aussi la fellation qui est beaucoup plus l'utilisation de la bouche pour donner du plaisir sur le sexe masculin de l'homme. Et nous avons le cunnilingus qui est beaucoup plus connu, qui est l'utilisation de la bouche sur le sexe de la femme. Donc c'est une pratique qui est plus répandue et qui est plus connue que tout le monde. Et voilà, en gros, c'est un peu ces pratiques-là qui existent. Alors, vous venez de le dire, ces pratiques sont tabous.
on n'ose pas assumer ces pratiques-là. Alors, sont-elles courantes dans nos contrées? Euh, Contrairement à ce que les gens pensent, c'est Oui. une pratique qui est vraiment courante. Mhm. Des études ont été menées dans la population, soit la population, les hommes qui couchent avec les hommes. Une étude a été menée et on a remarqué que près de 37 à 40% des hommes disent avoir, bon, des hommes de ce groupe de personnes, les hommes qui Mhm. couchent avec les hommes, qui disent avoir une fois eu des rapports sexuels anals. Et chez les personnes les travailleurs de sexe aussi, c'est une pratique qui est assez répandue Mhm. dans ces contrées. Eux, ils ont eu le courage de s'exprimer, c'est pour cela nous le savons, mais dans Mhm. les couples, il y a des pratiques, il y a ces pratiques-là qui se font Qu'on n'ose pas et qu'on révéler. n'ose pas révéler. Donc, ce sont des pratiques il ne s'agit pas uniquement de l'homme et l'homme, il y a l'homme et la femme, Mhm. voilà, ou un être, ou bien une personne seule peut se donner le plaisir par l'intromission d'un plug dans la marge anale. Et ce Mhm. sont des choses qui ne se disent pas. Mhm. C'est pour cela que les gens pensent que ce n'est pas très répandu, mais c'est une pratique qui est vraiment répandue et que les gens pratiquent tout le temps. D'accord. Nous sommes quand même dans une société encore conservatrice et autres. Quelle est la perception de ces pratiques par la société? Je suppose que si c'est tabou, c'est parce que les gens ont peur du jugement, qu'ils n'osent pas le révéler à travers, je ne sais pas si c'est la tradition ou si c'est les religions qui... quelle est la perception de... D'accord. Cette perception est divisée en deux catégories. Mhm. Nous avons la première catégorie de personnes qui sont ce que nous pouvons appeler nos aînés, Mhm. qui sont catégories qui n'aiment pas du tout cette pratique. Mais force est de constater Qui n'aiment pas ou qui n'assument qui pas. n'assument pas, oui, c'est ce Voilà. que je voulais dire. Force est de constater qu'il y a Oui. beaucoup d'entre eux qui la pratiquent en Mhm. cachette parce que c'est une façon d'explorer le corps. Donc, ils la pratiquent, mais ils n'aiment pas l'assumer en public. Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent assumer cette pratique parce que cette pratique fait vraiment partie de la sexualité, ce que nous appelons la sexualité. Cette pratique fait partie de la sexualité de nos jours. Oui. Et donc, ces jeunes ne trouvent pas d'inconvénient à À l'assumer assumer leur publiquement. sexualité. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une scission entre les grandes personnes, les aînés qui n'aiment pas l'assumer, mais qui la pratiquent, et puis les jeunes aujourd'hui qui l'assument sur les réseaux sociaux un peu partout. Et il y a la religion la religion et puis nos us et coutumes qui n'aiment pas cette pratique parce que la considèrent comme déviante, voilà, comme hors nature. hors nature. Donc, ce qui fait que les gens ne veulent pas pour ne pas pécher ou bien pour ne pas être contre la nature. Ils préfèrent ne pas l'assumer en public, même s'ils veulent vraiment la pratiquer, veulent l'essayer au moins pour une fois pour voir ce que ça donne. Pour les sensations fortes. Pour les sensations fortes, bien sûr. Alors, vous l'avez dit tantôt, docteur, le sexe anal, ce n'est pas que chez les couples homosexuels. On peut la pratiquer dans un couple sexuel plutôt, et seul. Est-ce qu'il y a des règles d'hygiène à observer avant la pratique du sexe anal? D'accord. L'anus étant la partie où les selles sortent, il y a plusieurs précautions qu'il faut prendre avant de pratiquer le sexe anal. La première précaution, c'est une hygiène. Il faut avoir une hygiène impeccable avant de pratiquer le sexe anal. Nous n'allons pas aller ressortir les selles pendant l'acte sexuel. Donc, il est demandé avant tout acte sexuel de se laver avec de l'eau et du savon, de rincer bien la partie anale avec du savon, le savon doux de préférence parce que ne faut pas que le savon soit trop piquant, agressif. Donc voilà, la première des choses, c'est une hygiène. La deuxième des choses qu'il faut faire et qui est
le plus important, c'est de bien lubrifier la partie anale. Contrairement au vagin qui est lubrifié naturellement et qui peut se lubrifier par l'excitation et pendant l'acte sexuel, la partie anale n'est pas lubrifiée. Et donc, si vous ne lubrifiez pas abondamment, vous risquez de faire des fissures au niveau de la marge anale, ce qui peut vous exposer à des infections sexuellement transmissibles. Et la troisième des choses, ou ce que nous recommandons, c'est d'utiliser un préservatif pour pouvoir, voilà, pour ne pas avoir des infections sexuellement transmissibles, comme je viens de le dire, et pour mieux se protéger. La quatrième précaution qu'il faut prendre et qui est aussi important, c'est de ne pas alterner le sexe anal et le sexe buccal sans avoir changé de préservatif ou bien sans avoir nettoyé le pénis ou l'objet qu'on a introduit. Quel que soit le degré d'incitation. Quel que soit le degré d'incitation, la bouche, c'est l'entrée, l'anus, c'est la sortie. Si vous voulez faire le sexe anal, vous ne pouvez pas mettre le pénis dans l'anus, le ressortir et le mettre dans la bouche. Ou la ressortir et le mettre dans le vagin. Vous prenez des germes au niveau de l'anus que vous introduisez soit dans l'anus, ou soit dans la bouche ou dans le vagin. Donc, il ne faut pas alterner ces deux pratiques. Si vous portez un préservatif, quand vous le retirez de l'anus, vous changez de préservatif pour l'introduire ailleurs. Donc, un peu, c'est ces précautions qu'il faut prendre avant de pratiquer le sexe anal. D'accord. Alors, docteur, enfin, le sel, les sels plutôt ne sont pas retenus au niveau de l'anus. Alors, quand vous dites le lavage, est-ce qu'il faut simplement prendre un peu d'eau et passer ses doigts sur l'anus, ou bien il y a un lavage plus en profondeur qu'il faut faire? Non, il n'y a pas de lavage plus en profondeur. C'est vrai que les sels ne sont pas retenus dans cette partie au niveau de l'anus, mais dans le rectum, si la personne a envie d'aller au sel avant l'acte sexuel, les sels peuvent être beaucoup plus descendus que d'habitude et en fonction de la taille du pénis et de la profondeur de la pénétration, la personne peut revenir avec les sels. Ça, c'est une autre chose carrément. Mais au niveau de l'anus, il faut juste laver avec de l'eau et du savon pour que l'odeur ne soit pas assez désagréable pendant l'acte sexuel. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, enfin, se privé de nourriture pendant un certain temps avant l'acte? Parce que je ne pense pas qu'il soit plaisant pour quelqu'un, voilà, d'aller prendre plaisir et de ressortir avec des matières fécales. Non, bon, je sais que ces pratiques se font et ce n'est pas tout le temps que les matières fécales sortent. D'accord. Donc, voilà, pas la peine de se retenir, de manger. Mais quand même, si vous savez que vous avez envie d'aller au sel, je pense qu'il est préférable d'aller au sel, de dégager le trop plein avant de venir pratiquer, vous se laver bien sûr, avant de venir pratiquer l'acte sexuel anal. D'accord. Je reviens côté hygiène, parce que quand vous aviez cité précédemment les pratiques, vous avez parlé de l'anulingus. Est-ce que quelqu'un qui se lave l'anus avec de l'eau, du savon, cet anus est assez propre pour qu'on y mette la bouche ou la langue? Parce que vous avez dit la bouche, c'est l'entrée, quoi. Voilà. Est-ce que l'eau et le savon suffisent pour avoir une bonne hygiène de l'anus pour qu'on puisse y introduire la bouche ou la langue? À la recherche de sensations fortes, tout est permis et tout peut se faire sans plus autant penser à l'odeur ou quoi que ce soit. Donc, les personnes qui pratiquent le sexe anal, ils savent ce qu'ils cherchent exactement dans cette partie. Et donc, l'odeur ne les dérange pas beaucoup plus. Et il y a des gens qui pratiquent une très bonne hygiène au point où il n'y a pas d'odeur à cette partie pendant l'anulingus. C'est pas tant l'odeur, mais genre, imaginez mettre sa bouche ou sa langue sur l'anus.
qu'il soit propre. Je comprends que vous n'avez pas essayé, c'est pour cela. Docteur, nous allons revenir au questionnaire. Non, je pense quand même qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui auront cette crainte-là, même si elles ont envie, elles ou ils ont envie de la pratiquer, cette pratique. Excusez la tautologie, il y a quand même cette barrière psychologique qui se dit, voilà, la bouche, l'anus, la bouche. En fait, c'est cette barrière-là qui font que beaucoup de personnes ne veulent pas, n'osent pas essayer, quand bien même ils veulent le faire. Vous voyez, c'est parce qu'on se dit, là-bas c'est sale, parce que c'est les sels qui passent par là, mais l'anus a son odeur, le vagin aussi a son odeur. Le vagin a son odeur, mais les gens y mettent la langue. Oh, c'est quand même le vagin. Donc, en gros, il n'y a pas de souci pour l'odeur. C'est juste de casser cette barrière psychologique que nous avons dans la tête si nous voulons l'essayer. C'est quand même pour les plus courageux d'entre nous. Alors, docteur, vous avez parlé tantôt de transmission de IST à travers le sexe anal. S'il y a éventuellement des fissures, est-ce que c'est également possible de contracter des IST à travers le sexe buccal? Oui, voilà, le sexe buccal. Ok. Il y a beaucoup d'IST que nous pouvons contracter au moment des sexes buccales. Tous les IST peuvent être contractés. Nous allons commencer par le VIH qui peut être contracté, mais beaucoup plus quand il y a des fissures, quand il y a une lésion où il peut avoir un contact. Donc, ça peut donner le VIH. C'est vrai que c'est très rare, la probabilité est très faible, mais c'est possible. Les IST qui sont les plus répandus, c'est les herpès que nous pouvons contacter au moment du sexe buccal. Comme je vous le dis, le sexe buccal, ça peut se faire soit en léchant la partie intime de la femme ou celle de l'homme. Et donc, pendant cet acte, la femme ou bien l'homme qui pratique le sexe oral peut prendre les herpès simplex. Il y a aussi également le human papillomavirus qu'on peut contracter très facilement. L'infection qui est la plus répandue, c'est les gonorrhées et puis les angines. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'étiologie ou bien dans la cause des angines, nous avons aussi les pratiques sexuelles oro-buccales et puis ano-buccales. Je viens de l'apprendre. Les angines sont beaucoup plus causées par le streptocoque et d'autres bactéries que nous pouvons contracter ou bien nous pouvons avoir sur le sexe de l'homme ou le sexe de la femme. Donc, au moment de la fellation ou bien au moment du cunnilingus, nous pouvons ingérer ces bactéries qui vont aller se déposer au fond de la gorge et qui donnent des angines. Donc, à l'hôpital, quand une personne vient à la recherche de la cause de son angine, nous posons aussi ces genres de questions. Pour traiter une angine? Une angine, oui. D'accord. Imagine un patient vient pour des angines à répétition. Chaque semaine, vous avez votre patiente, votre jolie patiente qui vient pour des angines. Il faut que vous cherchiez la cause et que vous la... C'est la poussière. La ville est remplie de poussière ces derniers temps. Ok, en dehors de ça, il y a aussi les hépatites B, l'hépatite A aussi que nous pouvons avoir à travers le sexe buccal. Donc voilà, en gros, les IST que nous pouvons contracter. Je pense que ces pratiques même sont réservées aux personnes qui sont vraiment très accordées sur l'hygiène. Oui, très accordées sur l'hygiène et qui font un dépistage. Le dépistage doit être systématique quand vous savez que vous voulez faire ce genre de pratique. Donc, vous êtes bien propre et puis vous faites votre dépistage pour s'assurer que vous n'allez pas vous transmettre les IST. D'accord. Il est connu, je ne sais pas si je dois dire qu'il est connu ou... Enfin, la première expérience du sexe anal est douloureuse. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Alors,
est-ce qu'il y a des précautions, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à faire pour limiter un peu cette douleur? Parce qu'au niveau du vagin, vous l'avez dit, ça peut se stimuler et mouiller par stimulation ou par envie. Est-ce qu'au niveau du sexe anal aussi, il y a des choses qu'on peut faire pour limiter ou voilà, éradiquer cette douleur? D'accord. Il faut pas oublier que la première expérience du sexe vaginal aussi est Très douloureuse. douloureuse. D'accord. Toute première expérience est Très douloureuse. douloureuse. Mais dans la sexualité, on dit que quand il y a douleur, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut arrêter. D'accord. Au niveau du sexe anal, Mhm. c'est vrai que la première expérience peut être un peu plus douloureuse parce qu'il y a le sphincter qui est beaucoup plus tonique Mhm. que dans le Qui n'est pas habitué vagin, à qui n'est pas accueillir des habitué. entrées. Voilà, et donc il est important avant de faire le sexe anal pour la première fois et Mhm. bien évidemment pour tout sexe anal de bien lubrifier cette partie avant de commencer. L'objet qui entre. Oui, et l'objet qui entre et la la partie anale. D'accord. Nous disons que pour commencer, il faut qu'il y ait une bonne communication. Mhm. Parce que sans communication, ça devient difficile de pouvoir pratiquer, de pouvoir faire cette pratique. Mhm. Vous commencez par une bonne communication, Oui. l'hygiène bien évidemment, Mhm. vous lubrifiez très bien et l'objet qui rentre et l'objet qui reçoit. Et quand ça fait mal, il faut arrêter. Quand il y a douleur, vous arrêtez. Mhm. Ce qui est important aussi de faire, c'est d'y aller doucement. Vous n'êtes pas obligé d'introduire tout le pénis ou tout l'objet dans la marge anale. Vous pouvez aller à petits coups. Mhm. Vous commencez, vous introduisez une petite partie Mhm. et après vous introduisez au fur et à mesure en fonction de la douleur. Et je pense que en faisant comme ça, la douleur sera moindre que s'il faut aller de façon brusque. Mhm. Ce qu'il faut savoir aussi, il ne faut pas être trop agressif. Mhm. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette patience, alors qu'au niveau de la marge anale, il faut avoir la patience Mhm. avant d'introduire le pénis ou bien un objet. Un objet. La patience et autres. Alors, docteur, quand nous sommes constipés, les selles ont du mal à sortir. Et on peut même ressortir avec des déchirures. Alors, si des selles arrivent à nous donner des déchirures, j'aimerais comprendre comment certaines personnes arrivent jusqu'à introduire une bouteille entière ou des objets qu'on ne saurait même imaginer au niveau de l'anus. Est-ce que, au fur et à mesure de la pratique du sexe anal, le sphincter se dilate? Comment ça se passe? Il faut savoir que les parties du corps qui font ou bien qui pratiquent l'acte sexuel, la bouche, le vagin, l'anus, ce sont des parties qui sont extensibles. Et donc, avec une bonne stimulation, et voilà, vous pouvez élargir un peu plus la marge anale. C'est pour cela que j'ai dit dès le début qu'il ne faut pas introduire tout l'objet. Il faut commencer en allant à petits coups. Donc, si aujourd'hui vous avez commencé avec un objet de 1 cm, demain vous pouvez aller à 2 cm, à 3 cm au fur et à mesure. Et à la recherche de sensations fortes, les gens peuvent aller voilà, un peu plus loin en introduisant tout ce qu'ils veulent parce que le sphincter s'est élargi pour accueillir voilà, l'objet qu'il faut introduire. Ce n'est quand même pas une excuse pour introduire des pilons, chers amis. Alors, sur cette note, nous allons à la pause publicitaire, puis nous nous retrouvons tout juste après.
Le 38e numéro de Dagan Magazine est une édition spéciale 30e anniversaire Miss Togo. Dagan Magazine met à l'honneur ces 30 jeunes dames qui ont porté la couronne de la plus belle fille du Togo depuis 1995 en 2 éditions. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur la thyroïde, une petite glande en forme de papillon dont le rôle vital est souvent méconnu, mais dont les dérèglements peuvent fortement affecter l'équilibre du corps. La rubrique bien-être de son côté nous montre comment profiter pleinement de sa retraite. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. De retour sur le plateau, nous tenons, avant de continuer, à préciser que nous ne portons aucun jugement sur les pratiques sexuelles des uns ou des autres. Nous essayons juste d'apporter de la lumière et des explications pour les personnes qui voudraient se lancer afin de minimiser les conséquences éventuelles s'il y en a. C'est bien cela, docteur? C'est bien ça. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Pour les objets insolites ou bien inimaginables qui se retrouvent dans l'anus et dont les personnes doivent se retrouver à l'hôpital, quelles sont les excuses qu'ils vous sortent souvent? J'imagine la situation, le médecin qui se retrouve avec une bouteille entière dans l'anus. Comment vous arrivez d'abord, vous, personnel de santé, à vous retenir devant ces situations et quelles sont les excuses que les patients donnent? D'accord. Il faut savoir que le personnel médical ne porte aucun jugement sur un patient. D'accord. Quelle que soit la raison pour laquelle la personne est venue à l'hôpital, il n'y a aucun jugement qui est porté sur cette personne. D'accord. Parce qu'avant tout, nous devons garder cette confiance-là entre nous. Imagine un patient qui vient et tu commences par te moquer de ce patient, il ne reviendra plus. Ça peut être fait inconsciemment parce qu'on ne s'y attendait pas. Oui, mais le personnel médical est formé pour ces champs de situation. Heureusement. Et très souvent, on ne rit pas devant le patient. C'est vrai, ça fait rire, on peut aller rire ailleurs et revenir, mais devant le patient, nous devons garder tout notre calme et tout notre sérieux. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus à Lomé ici. Je n'ai pas fait un service de chirurgie digestive où on a reçu des patients comme ça. Mais dans les autres pays, dans des pays où cette pratique est plus ouverte qu'ici, il y a beaucoup d'objets que les gens introduisent dans la marge anale et ils disent que c'était par erreur. D'autres personnes, ils étaient en train de marcher et ils sont tombés dessus. Accidentellement sur toute la bouteille qui est rentrée. Et chacun trouve son excuse, mais nous comprenons que la personne a un peu honte de s'exprimer, c'est pour cela. Et donc, nous devons le rassurer, bien évidemment, l'aider en retirant l'objet. Et pendant tout son séjour à l'hôpital, il n'y a aucun jugement qui est porté sur sa personne. D'accord. Il pense ou bien il sait que les gens peuvent être en train de rire, mais devant lui, il n'y a pas ça qui est fait. Donc, nous gardons notre professionnalisme dans ces genres de situations. Face à toute situation. Donc, n'hésitez pas à consulter quand le besoin se fait sentir. Et s'il y a des gastro-entérologues qui nous suivent, n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous. Nous serons heureux de les lire. Alors, docteur, il n'y a pas d'acte sans conséquences. Oui. Donc, quelles sont les conséquences qui peuvent découler de ces pratiques encore taboues dans nos contrées? D'accord. Les conséquences peuvent être de 3 ordres. D'accord. La première conséquence, c'est les infections sexuellement transmissibles, bien évidemment, parmi lesquelles nous avons le VIH, les herpès, le human papillomavirus, les hépatites A, B et C. Et voilà, toutes les infections transmissibles. Toutes les infections transmissibles peuvent être transmises par le sexe, la pratique anale et ou buccale. En deuxième, c'est beaucoup plus anatomique.
ou l'introduction d'un objet dans le sexe, dans la marge anale, peut créer des lésions. Il peut s'agir de juste des petites lésions ou carrément des plaies, des grandes lésions au niveau de la marge anale. Nous avons aussi des fissures qui sont vraiment visibles et puis des fistules au niveau de la marge anale qui peuvent décourir de la pratique sexuelle anale. Et en troisième, c'est beaucoup plus psychologique. La troisième conséquence, c'est beaucoup plus psychologique. Il y a la douleur qui vient et qui peut faire un traumatisme sexuel à la personne si la partie n'est pas bien lubrifiée, s'il n'y a pas eu une communication avant la pénétration, pas surprise. Donc, il y a ce traumatisme-là qui est là. Et puis, il y a d'autres personnes qui, après avoir pratiqué le sexe anal, ne se considèrent plus, s'ils étaient des hommes, ne se considèrent plus comme des hommes. C'est vrai qu'ils voulaient l'essayer, mais après, ils ne se considèrent plus comme des hommes. Donc, c'est beaucoup plus psychologique. La conséquence est beaucoup plus psychologique. Donc, en gros, nous avons 3 types de conséquences. Nous avons les infections sexuellement transmissibles. Nous avons les conséquences anatomiques qui sont les déchirures, les fistules et autres. Et puis, nous avons les conséquences psychologiques sur la personne qui la pratique, qu'elle soit active ou passive. J'imagine bien parce que nous avions tourné une émission sur la prostate et il était dit combien c'était difficile aux hommes d'aller pour une palpation de la prostate. Alors j'imagine se pointer à l'hôpital avec une bouteille dans la nuque. Alors, quand on se retrouve avec ce genre d'objet insolite, est-ce qu'il y a des spécialistes chez qui se tourner ou on peut consulter dans n'importe quelle structure ou chez n'importe quel médecin? Ou est-ce qu'il y a des spécialités qui s'occupent essentiellement de ces conséquences-là? D'accord. Il y a plusieurs spécialités qui s'occupent de ces conséquences en fonction de la conséquence en question. Et de sa gravité. De sa gravité. Premièrement, nous avons les infectiologues. Les infectiologues, c'est quand il y a une infection sexuellement transmissible, que ce soit le VIH ou les autres infections sexuellement transmissibles. Nous avons les gynécologues. Les gynécologues, ils font et le vagin et l'anus en fonction de la conséquence ou bien en fonction de l'état dans lequel le patient est avant de venir. Nous avons les chirurgiens, beaucoup plus les proctologues. Les proctologues, c'est ceux qui s'occupent de l'anus. Eux, ils sont spécialistes de l'anus. Donc, ce sont des chirurgiens, bien avant tout, chirurgiens généralistes qui ont fait une surspécialisation en proctologie. Et donc, ils peuvent aller retirer l'objet s'il s'agit d'un objet qui est coincé ou quand il s'agit d'une fissure, aller réparer la fissure. Nous avons les chirurgiens généraux, bien évidemment, qui font tout. Nous avons aussi les hépato-entérologues qui peuvent traiter les hépatites qui découlent de la pratique bucco-anale. Et nous avons les dermatologues également parce que les dermatologues traitent les infections sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup de choses que les dermatologues traitent. Et bien avant tout, si vous ne savez pas chez quel spécialiste vous tournez, vous avez un doute, le premier médecin que vous pouvez voir, c'est un médecin généraliste. Le médecin généraliste, il est là à tout moment. Vous pouvez aller vers lui et il va vous orienter vers le spécialiste qu'il faut. Donc, si vous n'avez pas une idée de ce que vous avez, vous pouvez venir voir le médecin généraliste et le médecin généraliste va vous envoyer vers un spécialiste en fonction de la conséquence qui s'est découlée de la pratique bucco-anale. D'accord. Dans les conséquences, vous les avez citées, mais je n'ai pas entendu la partie des dents, où le sexe buccal n'a aucune conséquence sur les dents. Oui, sur les dents, beaucoup plus moins, mais dans la bouche, oui. Il peut y avoir des lésions au niveau buccal. L'angine, comme je viens de vous le dire, c'est dans la gorge, c'est dans la bouche. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, les dents, ils sont faits dans des matériaux qui sont très durs, à moins qu'il y ait une pénétration, voilà, une forte pénétration qui peut
bouger les dents, je pense que les dentistes voilà, les dentistes ne feront pas grand-chose, mais les gens qui s'occupent, les stomatologues qui s'occupent de la bouche, de toute la bouche, eux, oui, ils peuvent faire quelque chose là-bas. Alors, pourquoi les terminaisons nerveuses se sont concentrées au niveau de l'anus au lieu de se concentrer, par exemple, au niveau du vagin ou de la poitrine? Comment on arrive à tirer du plaisir au niveau de l'anus? D'accord. Dans la marge anale, bon, les terminaisons nerveuses, elles sont un peu partout. Au niveau du vagin, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est pour cela qu'il y a du plaisir, soit au niveau du clitoris ou dans le vagin. Voilà. Il y a des terminaisons nerveuses au niveau des lèvres aussi et qui donnent le plaisir. Il y a des terminaisons nerveuses un peu partout. La particularité du sexe anal, c'est que les gens vont aller chercher ce plaisir-là au niveau du sphincter, au niveau du rectum, où il y a évidemment beaucoup de terminaisons nerveuses. Et donc, ça se dit, des études aussi ont été faites et ils ont remarqué qu'il y a beaucoup plus de plaisir dans le sexe anal que dans le sexe, voilà, le sexe normal ou bien dans le vagin. Donc, attendez, je crois que je n'ai pas bien. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ok. Je disais, il y a beaucoup plus de plaisir dans le sexe anal que dans le vagin. Je suis sûre qu'il y a plusieurs qui seront choqués comme moi. Ouais, ils ne le savent pas. Genre, l'anus est plus doux que le vagin. En termes terre à terre, quoi. En termes terre à terre, c'est un peu ça. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui essaient une ou deux fois le sexe anal, c'est vrai, dans les bonnes conditions, ils retournent très rarement vers le vagin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la majorité des gens qui essaient le sexe anal, que ça soit actif ou passif, on parle de actif quand c'est la personne qui fait la pénétration ou bien la personne qui fait la pénétration. Et on parle de passif quand c'est la personne qui reçoit la pénétration. Donc, que ça soit actif ou passif, il y a beaucoup de plaisir. Chez le passif, parce que l'anus étant beaucoup plus resserré. Donc, voilà, il y a beaucoup plus de plaisir. Les va-et-vient, il y a beaucoup plus de plaisir. Et la personne qui est passive, il y a une stimulation du rectum. Et donc, ça donne beaucoup plus de plaisir. Et je le répète, ça doit être fait dans de bonnes communications, dans de bonnes conditions. La communication, l'hygiène et puis beaucoup de lubrification. Le consentement aussi. Le consentement, parce que l'un des partenaires peut vouloir et pas l'autre. Et pas l'autre. Et donc, pendant l'acte, s'il y a un nom qui est prononcé, on arrête automatiquement. Quitte à ce que l'autre aussi entende le nom en question. Alors, docteur, en tant que médecin, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui s'adonnent à ces pratiques? D'accord. La première des choses qu'il faut savoir, je parle ici en tant que médecin. C'est vrai qu'à la fin de cette émission, si ma mère me suit... on ira la faire coucher avant le début. Et donc, je porte ma touche de médecin. C'est une pratique pour laquelle il ne faut pas avoir honte. C'est une pratique aussi sexuelle que les autres pratiques, que ce soit par le vagin et autres. Et donc, il ne faut pas avoir honte et il faut beaucoup communiquer. Ceux qui veulent l'essayer, c'est la communication qui est la base. Il faut trouver une personne qui accepte aussi cette pratique avant de le faire. Et comme je le dis depuis le début de l'émission, il faut que ça soit beaucoup plus lubrifié. Parce que quand cette partie n'est pas lubrifiée, étant donné qu'elle ne se lubrifie pas de façon naturelle, il y a des lésions qui se créent et ça donne beaucoup plus les conséquences que quand c'est beaucoup plus lubrifié. Vous lubrifiez et l'objet qui rentre et l'objet qui reçoit. Et quand une personne désiste à un moment donné, il faut carrément arrêter. Il ne faut pas aller très fort, il faut aller très, très doux de façon, de façon très douce.
Et donc, j'invite les téléspectateurs qui font cette pratique et qui veulent en discuter. Les médecins sont là à tout moment. Vous pouvez vous approcher d'eux pour avoir beaucoup plus de conseils. Et s'il y a des conseils, s'il y a des conséquences qui en découlent, voilà, ne pas hésiter à consulter. Toutes les pratiques sexuelles ont des conséquences, que ce soit par le vagin, par la bouche ou par l'anus. Et donc, ces conséquences-là aussi ne sont pas une fatalité. La médecine d'aujourd'hui peut faire un effort pour tout le monde. Donc, vous êtes invité, s'il y a des conséquences, de ne pas se terrer, de ne pas souffrir seul et de venir consulter pour qu'on puisse vous aider. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible aussi. Donc, en gros, voilà ce que j'ai à dire pour la fin. Docteur Doudou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir entretenus sur ce sujet très intéressant. Merci beaucoup, merci. Alors, je suis sûre que bon nombre d'entre vous ont appris de nouvelles choses pour la première fois tout au long de cette émission. Pas de jugement, mais il faut assumer les pratiques sexuelles. Les assumer ne veut pas dire les revendiquer à voix haute dans la société ou le montrer partout où nous sommes. Mais c'est pouvoir s'informer, c'est pouvoir consulter le médecin en cas de besoin pour une sexualité épanouie. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.